On va commencer par découvrir celle qui est la mascotte de cette Coupe du Monde féminine 2019 en France, Etty. It's time, Etty. It's your time to shine. Alors, on va faire le travail, Etty, pour vous? Non, il y a quand même une promotion à faire? Oui, il y a un peu de travail à faire. Bon, je pense qu'elle va nous donner un sérieux coup de main parce qu'elle est très jolie en plus. Elle est elle symbolise un peu la liberté de jouer. Oui. Je suis une fille, je joue. Et Tout alors? à fait. Et puis elle est, So what? je la trouve très féminine en plus, donc c'est très bien. Non, après Vous allez faire la promotion. Alors, elle commence le 4, hein, c'est ça? Elle commence le 4, oui, par le pôle commercial Atlantis où nous ferons la tournée qui commence tournée. Donc de Saint-Herblain. Oui, sur Saint-Herblain, pendant 3 jours, avec 2 animations importantes. Une animation en plein air où l'on permettra à toutes les personnes intéressées de faire de la pratique de football sur un terrain que l'on aura monté, avec toute une série d'animations, de jeux autour de cette pratique. Et sur le week-end avant les vacances scolaires, nous aurons le bonheur de pouvoir accueillir le musée de l'équipe de France dédié au football féminin. Voilà. Et vous allez tourner avec finalement ce même package en quelque sorte? Oui, comme un... Dans les zones commerciales? Dans les zones commerciales, oui, tout à fait. Alors la volonté des zones commerciales, c'était surtout de pouvoir être au plus près du public, de toucher un petit peu monsieur et madame tout le monde, et puis de leur rappeler qu'à partir du mois de juin, il y aura un grand événement en France. Alors même si on n'a pas la chance d'avoir de matchs sur notre ligue, la proximité de Rennes fait que les personnes intéressées pourront toujours s'y rendre, parce qu'il reste encore quelques places à vendre. Voilà. 7 juin, 7 juillet, donc finalement, il y a cette Coupe du Monde avec Rennes à proximité. Est-ce qu'il y a encore besoin d'en faire la promotion? J'entends qu'un nombre de billets incalculable se vend. France-Nigeria, c'est le 17 juin, je crois. C'est déjà complet à Rennes? Oui. Tous les matchs de l'équipe de France, bien sûr, sont vendus et sont sold out. Malgré tout, il y a des nations un petit peu moins connues dont on a besoin, malgré tout, de les soutenir. On sait aujourd'hui que, notamment, les États-Unis vont venir en force pour soutenir leur équipe. On sait que les équipes anglo-saxonnes aussi seront énormément soutenues. Bon, l'objectif, c'est aussi que toutes les nations qui vont jouer dans nos stades puissent avoir le soutien de public, connaisseurs ou non connaisseurs, pour pouvoir découvrir une compétition internationale. Des stades dont je précise qu'il y a Grenoble, Nice, Lyon, il y a également Paris, évidemment. Et bon, ça reste un événement relativement important autour de cette équipe de France. Cette équipe de France qui est toujours beaucoup appréciée. Nous, on est un peu blasés, des fois on ne se rend pas compte, mais pour une jeune fille comme Léa, c'était un moment important que de donner le coup d'envoi de France-Allemagne. C'était le 28 avril, c'était le 28 février dernier, France-Allemagne. Rencontre perdue 1-0 par les protégés de Corinne Diacre. Et eh bien Léa, elle était vraiment heureuse, épanouie, contente. Elle symbolisait aussi le 170 millième licencié en Pays de la Loire, parce que là c'est pareil, les chiffres gonflent de plus en plus, licencié EES et licencié ES. Elle est la 170 millième licenciée, garçons et filles confondus, des Pays de la Loire. Et vous allez l'entendre au moment de son passage à Laval pour ce coup d'envoi. Elle était plutôt émue, surprise et pimpante. Salut, comment tu t'appelles? Léa. T'as quel âge, Léa? 9 ans. 9 ans, ok. Et tu fais du foot, tu m'as dit? Oui. Dans quel club tu joues? Saint-Germain-le-Friou. Ok. Et depuis longtemps? Un petit peu. Oui. Et alors, t'es contente d'être ici ce soir pour voir l'équipe de France? Oui. C'est ton club aussi où t'avais des copines qui sont sur le terrain? Oui. T'es déçue un peu de pas y être? Ouais. Et je crois qu'on a une petite surprise pour toi. Tu sais ce que c'est le coup d'envoi? Tu sais pas ce que c'est le coup d'envoi? Tu seras la première à taper dans le ballon sur le terrain ce soir, avec l'équipe de France. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Est-ce que t'es contente? Ah, t'es très contente, hein? Va vite faire un câlin à ta maman. C'est toi ce soir qui va tirer dans le ballon. Oh, Tu vas joindre tes copines? t'as le droit de pleurer, c'est génial. Oh, c'est super. Alors, t'es prête à tout envoyer?
C'est touchant de voir cette image-là. Alors l'objectif de cette Coupe du Monde, de cette promotion, faire comme Léa finalement, inviter les jeunes filles, les jeunes femmes à venir faire du sport. L'objectif 250 000, on est à 170 000 licenciés EES en France. L'objectif d'aller jusqu'à 250 000, ça me paraît ambitieux. C'est ambitieux, mais pas inatteignable non plus. Après, je pense que la volonté de la Fédé aujourd'hui, c'est de continuer à faire la promotion du foot féminin. Et puis aussi, à un moment, peut-être de stabiliser un peu le nombre de licenciés pour pouvoir structurer derrière, au niveau encadrement, au niveau structure d'accueil, au niveau aussi capacité au club amateur surtout, de pouvoir s'organiser par rapport à cet afflux que l'on espère tous, de façon à avoir derrière une section féminine et un groupement de filles qui rentrent dans la compétition, mais qui soient surtout bien accompagnées aussi. De toute façon, je vais quand même préciser, beaucoup de filles, certes, mais en même temps, on n'est qu'à peu près 8% de licenciés. Oui. On serait à 10% si on attend les 250 000, quand la moyenne des sports en France, c'est 38% de licenciés féminines. On est encore loin, on part de très loin le football. Hein. Oui, tout à fait. Il y a encore quelques années, nous étions à peine à 1 ou 2%. Ouais, dans les années 2000, je 2000, crois. oui. Ouais. Donc après, il faut louer aussi le travail qui a été fait au niveau des districts, des ligues, pour faire la promotion du foot féminin. Et quelque part, leur travail a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, la croissance se fait énormément au niveau des nombres de licenciés par l'intermédiaire des jeunes filles. Et pas seulement, les licenciés, mais également... Alors Laura Georges était venue à Laval, notamment faire la promotion de l'arbitrage au féminin. C'est l'ancienne internationale de l'équipe de France. Ouais, oui. L'idée, c'est d'avoir des femmes un peu partout, en dirigeante en plus grand nombre, en arbitre en plus grand nombre. Tout à fait, parce qu'on se rend compte aussi dans les clubs qui ont le bonheur d'avoir des femmes qui sont au quotidien avec les joueurs, les joueuses... on a quand même un climat qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. C'est pas simplement que les clubs manquent de bras, c'est que... Oui, on est aussi dans une approche, moins un rapport de force. Exactement. Donc c'est beaucoup plus facile à vivre. Et quelque part, les femmes ont souvent aussi une approche que nous, les hommes, n'avons pas sur des points de gestion quotidienne qui sont souvent pertinents. Vous, votre engagement, finalement, il vient d'où? Il y a derrière votre fille qui joue à Orvaux, mais qu'est-ce que vous avez découvert finalement avec le foot féminin? D'abord, c'est la passion, David. Moi, j'aime le foot. Ça fait 40 ans que j'ai joué. Donc, c'est vrai que la passion du football, on ne la perd jamais. Et puis, à un moment, le fait d'avoir eu son enfant qui veuille pratiquer le foot, j'ai été confronté aussi à toutes les contraintes liées à cette pratique. Et puis j'ai voulu m'inscrire un petit peu dans le projet du développement du foot féminin, pour accompagner d'abord ma fille, mais aussi pour apporter un éclairage sur le club dans lequel j'étais, c'est-à-dire à Orvaux, et essayer de créer une structure féminine à part entière au sein même de ce club, et puis de travailler sur une mixité, et puis de la convivialité aussi, parce que le sport amateur, ça reste d'abord de la convivialité aussi. Convivialité, esprit de compétition, les demoiselles du Sillon qui parfois sont très présentes sur les réseaux sociaux, c'est vos voisines de Savenay. Oui. J'allais dire, c'est un adversaire redoutable, il y a un esprit de compétition qui existe. Oui, après, bien sûr. C'est pas parce que c'est des filles qu'il n'y a pas d'esprit de compétition. Complètement, et je dirais même que pour certaines, c'est même plus avéré que pour des fois les garçons, même au niveau amateur. Donc il faut être capable aussi aujourd'hui de jongler entre le côté pratique, loisir, et puis apporter un côté compétitif à toutes nos jeunes filles. Ce côté compétitif, finalement, les filles de Nantes ne l'ont pas vraiment trouvé. C'était un peu la polémique du mois de décembre. Le FC Nantes qui a une équipe en régionale 1 qui met, je crois que c'est 95 buts en 3 ou 4 rencontres et qui décide que vraiment c'est plus possible. C'est vrai qu'elle, gagnant, n'y voit pas beaucoup d'intérêt. Pour les perdantes, c'est pire encore. Finalement, un compromis a été trouvé. Elle joue un peu avec les garçons, des matchs amicaux pour se confronter et avancer. Quel regard vous portez sur cette polémique qui a un peu ébranlé le petit monde du foot en Loire-Atlantique? Vous touchez du doigt la problématique du football féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... le FC Lens, par son nom et sa renommée, a attiré toutes les meilleures joueuses de la métropole, ce qui fait que ça appauvrit aussi les clubs potentiellement qui pouvaient rivaliser avec elle. Et aujourd'hui, malgré tout, elle se retrouve elle-même confrontée au problème de ne plus avoir d'adversité. Et je pense qu'à la longue, elles vont perdre aussi un petit peu de cet esprit compétitif si... En local, on n'est pas capable de leur opposer de l'adversité sur d'autres structures ou d'autres clubs qui ont envie de se développer. Donc c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure en préambule,
il va falloir un moment qu'on se Oui, pose un point aussi pour d'équilibre. pouvoir trouver un point d'équilibre entre toutes ces pratiques et la volonté de certains clubs de vouloir faire de la compétition et d'autres du loisir, un peu plus. Vous connaissez, vous, Mélissa Plaza? Parce qu'on parle du football et finalement, on va déborder un peu sur un débat qui est un débat de société. Oui. Mélissa Plaza, on a plutôt bien parlé. Alors, c'est une joueuse qui a été formée en partie à La Roche-sur-Yon et qui est passée après par Guingamp, Lyon. Elle est devenue doctorante en psychologie sociale. Vous connaissiez ce dont vous dit quelque chose, déjà? Peu. Vous pouvez dire non? Non. Elle a joué dans les années 2000. Plaza, oui. Après, sa fonction aujourd'hui, non. Non, ça, je veux bien vous croire qu'on ne va pas suivre toute l'après-carrière des joueuses de foot. Mais là, c'est intéressant. On va vous montrer un extrait de la conférence qu'elle a donnée à l'école centrale de Nantes, où elle s'est exprimée, c'était le 28 février. Alors, elle mélange un peu son histoire personnelle et finalement ce que lui ont apporté ses études pour parler de ce sport, le football, ce sport qui intègre alors qu'il peut exclure et dès l'école. Bien sûr, il a fallu jouer des coudes à la récré pour être intégré dans une équipe, se battre sans cesse pour avoir sa place sur le terrain, pour ne plus être laissé dans le petit périmètre de 2 mètres carrés, généreusement laissé aux filles pour jouer à la marelle et la corde à sauter. Se battre pour ne plus être choisi la dernière ou collé dans les buts parce qu'on n'a pas de gardien. Et pour enfin, être désigné capitaine d'équipe. Bon, et je dois dire quand même, qu'à terme, les garçons ont su être pragmatiques et ont compris que s'ils voulaient gagner, il valait mieux m'avoir dans leur équipe. Bruno Laposta, quand vous entendez ce discours, parce que, bon, on est garçon, le football, c'était au loin pour les filles, dans des générations un peu passées. Votre fille vous emmène au foot, et vous entendez ce discours. Ça résonne différemment, j'imagine, aujourd'hui d'il y a 20 ans? Oui, mais je suis surpris et content de ce que vient de dire Mélissa, parce qu'en fait, on a été aussi confronté au départ à ce qu'elle a vécu. Alors, la période a été un petit peu plus facile à vivre, parce que quelque part, le football féminin se démocratisait un peu plus. C'est vrai que les débuts de ma fille ont été souvent confrontés à cela, et que quelque part, leur force, souvent aux jeunes filles, c'est de prouver par le terrain qu'elles ont largement leur place, pour arriver à la fin à être reconnues et voire même indispensables par moment pour certaines équipes quand elles jouaient notamment avec les garçons. Donc aujourd'hui, ça y est, on va dire que cette époque-là est plus ou moins révolue, mais ça a existé, c'est clair. Et ça aide aussi le parent que vous êtes et qui suit à se dire je me lance sans forcément faire de distinguo. Tout à fait, mais bon, il a fallu aussi des fois un peu jouer des coudes pour s'imposer, oui, dans son propre club, parce qu'il y avait malgré tout encore des discriminations, il y avait encore pas forcément une volonté d'accueillir à bras ouverts nos jeunes filles. Bon, je dirais qu'Orvaux avait passé ce cap-là depuis bien longtemps malgré tout, mais pour avoir tourné sur pas mal de terrains, je peux vous dire que c'était pas toujours simple pour les jeunes filles quand elles devaient pratiquer le football, notamment en mixité. Ah oui. Je vous fais partager maintenant l'illustration d'un exemple que vous connaissez, c'est l'exemple de l'Étoile Mousillonnaise, puisque ce club, nous sommes allés les rencontrer, et ils ont pris une initiative intéressante, parce que là on voit que le foot peut être également un levier pour sortir finalement de juste sa zone à lui d'expression qui serait le terrain, le football, pour aller un peu ailleurs au nom d'un problème qu'ils avaient rencontré, qui était un problème de territoire dans le vignoble nantais. C'est un extrait d'un reportage que vous découvrirez en entier le jeudi 28 mars prochain. Extrait. Christophe Barrault fait la tournée des collèges du vignoble nantais les lundis et vendredis à 17h pour ses licenciées féminines. Les minibus de l'Étoile Mousillonnaise circulent depuis 2016, depuis que le club a monté son académie Sport et Devoirs. 2 jeunes éducateurs en service civique, le pharmacien de la commune supervise et conseille. Du collège au stade avec les devoirs, ce service, aujourd'hui facturé 25 €, reste très avantageux pour les parents habitants d'une zone rurale. À Mousillon, Roxane a pu assouvir sa passion du foot il y a 3 ans. C'est très pratique justement parce que j'habite à une vingtaine de minutes d'ici, du coup au lieu de que mes parents m'emmènent avec le goûter, les devoirs, le car et tout, comme ça j'arrive bien à l'heure, c'est très bien. Appel contre appel, va chercher loin. Il n'y a pas de possibilité de transport en commun. Les collèges, les parents, on travaille sur 30 communes. Notre problème qu'on a eu, c'est garder nos jeunes filles. Et l'académie a permis ça, de pouvoir faire venir des jeunes filles qui n'auraient peut-être pas joué au foot autrement.
et puis de garder nos meilleures joueuses. Initiée pour les féminines, la formule sport et devoir est aujourd'hui proposée aux garçons de l'Étoile mousillonnaise de football. Alors, on ne pourra pas faire ça partout, tout le temps, mais qu'est-ce que vous pensez de ce foot qui devient un levier, finalement, pour là, régler un problème qui était un problème de territoire? Ils perdaient des jeunes filles, elles ne venaient plus jouer. On peut faire ça, vous pensez? Ça peut se reproduire? Complètement. Pour bien connaître le club de Mousillon, je pense qu'ils peuvent être cités en exemple et leur organisation ne peut qu'être dupliquée dans beaucoup de clubs de toute façon. Après, il y a toujours une question aussi de moyens et puis aussi d'investissement humain. Donc non, il est clair qu'il faut que l'on se tourne vers ce type d'initiative parce qu'on sait qu'à l'arrivée, ça sera de toute façon et bénéfique pour les pratiquantes, également bénéfique pour les clubs. Le sport finalement sort un peu de sa mission. Complètement. Il vient à l'écoute des problèmes de société, des problèmes de territoire. Et c'est beaucoup de bonne volonté quand même. Oui, ce que j'ai constaté, il faut y aller. Oui, c'est beaucoup de bonne volonté. Mais au moins, un club comme Mousillon a su prendre en compte la problématique pour augmenter leur nombre de licenciés et leur apporter un service parallèle, l'aide aux devoirs le soir, la prise en charge des enfants à la sortie des collèges, des écoles. Et c'est l'idéal, c'est parfait.